Alors, commençons par le premier point, c'est que l'apprentissage est orienté qualité. On commence par identifier les qualités requises dans le gradué. C'est-à-dire, lorsque le gradué rentre dans le marché de travail, qu'est-ce que le marché de travail exige? Il exige un certain nombre de qualités. Le gradué, l'ingénieur par exemple, doit avoir la capacité de conception, doit être capable de travailler en groupe, a un niveau de communication acceptable. Il peut défendre ses projets, il peut communiquer avec le monde, il peut communiquer avec des gens qui sont naïfs par rapport à son expertise, qui ne connaissent pas son domaine, etc. Donc un certain nombre de qualités. Une fois on a identifié ces qualités-là, disons 12, 13, 10, on conçoit le programme, on conçoit les cours et les contenus de cours selon ces programmes, ces qualités-là, ces qualités requises. Alors c'est un système qui n'est pas orienté connaissance, c'est-à-dire tu dois connaître ça. Le premier principe fondamental de la thermodynamique, le deuxième principe, tu dois connaître les équations différentielles, tac, tac, tac. C'est pas comme ça. C'est qu'on identifie les qualités, puis on développe les curriculums, les cursus, les parcours pour satisfaire toutes ces qualités. Alors, on va à la prochaine acétate. Ici, on voit qu'on a, par exemple, on a conçu 11 cours pour réaliser 12 qualités. Alors, 11 cours pour réaliser 12 qualités. Alors, on voit par exemple que le cours 1, il réalise la qualité numéro 2. Par exemple, capacité de communication. Et aussi, il réalise la capacité numéro 8. Par exemple, le travail en groupe. Et que le cours 5, par exemple, il réalise la qualité numéro 3. On a conçu le programme de cette façon. Alors, supposons que un étudiant a raté le cours numéro 5. Il n'a pas réussi le cours numéro 5. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a pas réalisé la qualité numéro 3. Donc, la qualité numéro 3 n'est pas couverte. Donc, notre gradué, on va le lancer dans le marché de travail avec une qualité manquante. En fait, on a trahi le marché de travail. On a trahi le gradué lui-même. Si ce gradué, il passe d'une année à l'autre en comptant la moyenne, il se peut qu'il sacrifie par année un cours ou deux pour avoir la moyenne quand même. Et du coup, il va rater un certain nombre de qualités. Il va se trouver dans le marché de travail, bien entendu. Après un certain moment, il va être en chômage. Et si le chômage continue, les statistiques au monde disent qu'une personne qui est dans le chômage depuis 5 ans, ces personnes-là, 50% d'eux ne travaillent jamais dans leur vie. Alors c'est très dangereux de lancer dans le marché de travail des gens avec des qualités manquantes. Alors, c'est quoi la solution? C'est qu'on doit passer tous les cours avec succès. On ne peut pas passer un autre cours si on a manqué certains parce qu'on va manquer des qualités. Donc ça, c'est une caractéristique importante dans le système nord-américain. Alors, on passe à la suivante. Donc, si une qualité est manquante, c'est-à-dire que le gradué manque quelque chose. On est toujours dans la même qualité. Et pour ce faire, on doit identifier les résultats attendus, les qualités. Mais aussi, on doit déterminer les indicateurs de performance. Si tu me dis une qualité, c'est la capacité de conception, comment tu vas la mesurer? Comment tu vas me dire que tel étudiant a réussi à 70% cette qualité-là? Il l'a acquis à 70%. Il faut la quantifier, il faut un critère mesurable. Et c'est là où vient le talent du professeur et des gens qui ont conçu le programme, ce qu'on appelle le comité
de curriculum, ou bien le comité de développement. Il doit développer des critères mesurables pour mesurer chaque qualité. Et le degré de satisfaction de chaque qualité. C'est un exercice vraiment pénible et on l'actualise chaque fois. Ce système-là, il a commencé en 2000 aux États-Unis. Et les États-Unis, son système, il a prouvé son succès. Il commence à se propager. Maintenant, c'est le Japon qui l'a adopté, la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne, le Canada et beaucoup d'autres pays développés. Ils ont mis un système de reconnaissance mutuelle et à chaque fois, on a l'exercice de mettre à jour ces critères de performance. Donc, c'est un travail pénible à faire. Donc, ça, c'est la première chose. Je passe un peu rapidement parce qu'on a 12 aspects à découvrir. Je passe au prochain. Alors, Andrea explained that the North American system is quality-oriented and not knowledge-oriented. So, le deuxième point, c'est que l'apprentissage est orienté pratique, pratico-pratique. C'est-à-dire que la connaissance, elle existe toujours, mais on met l'accent sur la pratique. Par exemple, dans les cours de spécialité, chaque cours est accompagné d'un projet, d'un mini-projet, et l'étudiant, une fois gradué, lorsqu'il se présente dans le marché de travail, lorsqu'il sera devant la table d'un chef d'entreprise, il a la fierté de dire, voilà, j'ai dans mon effectif 15 projets tel. Il y a une grande probabilité que l'un de ces projets-là soit très proche de ce que cette entreprise fait. Il sera recruté d'office. Parce que l'entreprise, elle veut que l'ingénieur, par exemple, soit opérationnel dès le premier jour. Il n'y a aucune entreprise qui est prête à donner 2 millions pour un ingénieur alors qu'il apprend chez elle pendant une année, pour qu'il soit opérationnel la deuxième année. Toute la première année, elle n'est pas justifiée, elle n'est pas prévue dans le plan d'affaires de cette entreprise-là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement ignorer cette candidature. Donc c'est important que le gradué soit muni, soit fier. Il a dans son panier, il a dans son effectif un certain nombre de projets. Alors, des mini-projets partout, des TP, des sessions de lab partout, des stages, un projet de fin d'études issu du monde du travail, du monde industriel, par exemple pour les ingénieurs, etc. Alors, le gradué sera opérationnel dès le premier jour. On passe à la troisième aspect, l'évaluation systématique. Dans le système nord-américain, l'évaluation est systématique. On évalue bien sûr l'étudiant à travers les TP, les projets, les examens partiaux, les examens finaux, etc. Mais aussi, on évalue le professeur. Par une procédure d'évaluation bien définie dans l'unité d'efficacité institutionnelle, qui est une unité à part qui fait ça, et on va parler ça dans l'un des aspects qui viendra. On évalue le professeur par l'étudiant évalue aussi le professeur, par des questions objectives, et non pas, on ne met pas l'étudiant un arbitre sur le prof, mais par des questions objectives telles que est-ce que le professeur a bien présenté la première séance, le plan de cours? Est-ce qu'il a bien présenté les objectifs du cours, etc. Est-ce qu'il est disponible pendant les heures de consultation, etc. Donc des questions objectives, précises, qui ne demandent pas une connaissance ou bien qui ne demandent pas que l'étudiant soit arbitre sur le prof. Des questions généralement par des oui et non. Donc, tout le monde est évalué. Le chef de département est évalué par une procédure bien définie. Tous les employés sont évalués, le technicien, les doyens, même le directeur est évalué selon une procédure bien définie, et ce, chaque année. La prochaine.
il y a ce qu'on appelle le course file. Le répertoire de cours, ça c'est un répertoire que le professeur doit couvrir chaque semestre. À la fin de chaque semestre, le professeur doit fournir le plan de cours qu'il a expliqué la première séance de cours. Il doit fournir les énoncés des examens, que ce soit l'examen partiel ou bien final. Il doit fournir 3 exemplaires au moins d'examens finaux corrigés. C'est-à-dire il a corrigé les examens des étudiants avec le rouge, il a donné une note et il doit fournir un examen corrigé pour un étudiant excellent, un examen corrigé pour un étudiant moyen, un examen corrigé pour un étudiant faible. Au moins ça. Certaines universités exigent 5, telles que la nôtre exige 5. Donc toutes les échelles. Et cela permet d'être sûr que l'examen suit les normes internationales en termes de difficulté. Ce n'est pas un examen qui écrase tout le monde. Alors, seulement l'excellent a plus que la moyenne. Et ce n'est pas un examen facile qui donne la chance, même aux moyens, d'avoir la note de l'excellent, ce qui n'est pas juste. Et je vous donne une histoire vraie dans l'université d'Alberta, dans l'ouest du Canada, c'est que 4 étudiants excellents, ils ont déposé une plainte civile contre leur professeur qui a donné un examen facile. Et cet examen-là, il y a beaucoup de moyens, d'étudiants moyens qui ont eu une note élevée, telle que disons 16 sur 20, bien 17 sur 20. Ils ont dit, par quelle justice, nous les excellents, on se trouve dans la compétition d'obtention des bourses pour le master avec des étudiants moyens. On avait la chance de compétitionner avec les excellents des autres universités et maintenant on se trouve en train de compétitionner même avec les moyens, donc la probabilité sera faible pour avoir une bourse. Vous voyez la logique derrière tout ça. Alors, on donne aussi dans le course file le matériel du cours, le matériel pédagogique, les énoncés des travaux pratiques, les énoncés des projets, etc. Le point qui est après, c'est le contrôle continu et le processus d'amélioration continue de la performance. Alors ici, je donne un exemple de chemin qui est très compliqué et qui consiste à contrôler la qualité des cours qu'on dispense et des programmes aussi qu'on offre. Alors on voit au niveau du cours par exemple, ça c'est la loupe, ça c'est la boucle du cours. Elle consiste en l'amélioration continue. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, on définit les sorties pédagogiques de ce cours. À la fin du cours, lorsque l'étudiant l'a complété avec succès, quels sont les acquis prévus? Il doit avoir capable de faire ça, 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 ça. On les identifie. Puis après, on évalue. Est-ce qu'on a réussi à réaliser ces acquis-là, ces qualités requises, si vous voulez? On collecte et on analyse les données. En fonction de ça, s'il y a une faille, s'il y a un manque, on doit rectifier la situation et améliorer d'une façon continue le cours. Une fois qu'on a fait ça, on passe maintenant à la boucle supérieure qui est le programme et puis à toute la performance de l'université. Ça, c'est un schéma que nous avons adopté et qui est le fruit d'un certain nombre de recherches intensives dans le domaine de l'éducation. Donc ça vient d'une publication importante, scientifique. Et vous voyez qu'il y en a une unité qui s'appelle IE, c'est Institutional Effectiveness, l'unité d'efficacité institutionnelle, qui gouverne tout ce mécanisme-là. Prochaine.
La relation est étroite entre le professeur et l'étudiant, il n'y a pas de barrière. Tout d'abord, le professeur est tenu d'offrir des heures de consultation, au moins 1 heure de consultation par 3 heures de cours. Donc si le professeur enseigne 9 cours par semaine, il doit ajouter 3 cours qui sont des cours de consultation, ou il doit être à son bureau, la porte ouverte, et tout étudiant a le droit de rentrer sans permission pour poser ses questions. Si le prof ferme la porte, il a commis une infraction. Ce n'est pas de son droit, dans ces heures de consultation-là, de imposer à l'étudiant de demander la permission pour poser ses questions concernant le cours ou bien concernant sa carrière lui-même. Parce que le professeur aussi, c'est un conseiller pédagogique. Alors, on va à la prochaine. C'est un système par crédit. C'est-à-dire, ce n'est pas un système annuel. Chaque cours, il a un certain nombre de crédits. On doit réussir chaque cours. Et une fois on a réussi les cours, A, B, C, D, etc., et on veut aller à une autre université, on fait ce qu'on appelle le transfert de crédit. Donc, le transfert va se faire en crédit. Alors, c'est un système par crédit. Et ça, il est en Amérique du Nord, mais il y en a quelques universités, même en Europe et même en Tunisie, qui ont adopté ce système-là. Et on peut aussi attribuer à des projets, on peut attribuer des crédits à des projets. Okay. Un système par crédit, on va aller à la prochaine. Le droit d'appel, chacun a le droit d'appel. Il n'y a pas une décision définitive. Voilà, vous êtes renvoyé. Et même si on donne une note 8 sur 20, tu as le droit de faire un appel. Mais on a une procédure à suivre. Mais tu as le droit de faire un appel. Personne n'est épargné d'être soumis au droit d'appel. Toute une décision, que ce soit par le directeur, par le sous-directeur, par le professeur, par le technicien, alors la personne concernée, la personne qui se sente mal à l'aise, inconfortable, a le droit de faire un appel. Et ça, c'est un système extraordinaire, mais il n'y a pas d'abus, il y a une procédure à suivre. Pour faire l'appel, tu dois faire ça, ça, ça. Exemple, si tu veux faire un appel d'une note, ta note, tu n'es pas satisfait avec ta note, alors la première chose, tu dois tout d'abord t'asseoir avec le professeur, expliquer qu'est-ce que tu crois qui n'a pas été jugé correctement pour toi. Tu l'expliques. Si ça n'a pas marché, on va aller à l'étape suivante. Ce que le doyen, il va prendre ta copie, prendre le corrigé donné par le professeur, effacer ton nom et choisir 2 professeurs indépendants pour recorriger ta copie. Si tu n'es pas satisfaisant, tu as le droit d'aller à l'étape prochaine, qui est le Sénat académique, qui est un Sénat au niveau de toute l'université, qui s'adresse à un certain nombre de points, y compris des choses pareilles. Okay. Participative approach. So, l'approche est participative. Qu'est-ce que ça veut dire? La décision n'est pas individuelle, elle est participative. Et on a des instances, des individus et des comités. Un individu ou bien un comité qui a une certaine décision à faire, un pouvoir de décision, on l'appelle instance. Alors, il y en a des instances qui participent à la décision et non pas l'individu. Et on va voir après comment la décision se prend. Alors, tout le monde participe dans la décision et bien entendu, ceux qui participent dans la décision sont les concernés par la décision. Par exemple, l'étudiant, il est concerné par les affaires académiques.
Mais les affaires de gestion, d'administration, il n'est pas concerné, donc il ne peut pas être dans un comité qui prend des décisions administratives. La décision vient d'en bas et monte vers le haut. La décision est ascendante. Alors, la décision est ascendante, c'est-à-dire que les gens concernés, c'est eux qui définissent le besoin, c'est eux qui prennent l'initiative, c'est eux qui formulent un projet. Et puis ce projet-là, une fois adopté par ces personnes concernées, il monte l'échelle vers le haut. Ce n'est pas le directeur, par exemple, qui vient, il dit, on va ajouter un nouveau programme. Voilà, on va faire un programme d'architecture. Ou bien un programme de génie civil. Ou bien le programme de génie électrique, là, on va le détailler. Encore. On va faire télécom, on va faire robotique, on va faire génie biomédical. Okay? On va faire informatique liée à l'électronique. On va faire un programme sur les énergies renouvelables, etc. Ça ne se prend pas comme ça, les décisions. Ce sont les concernés, les profs, qui savent le besoin et qui connaissent leurs moyens. Ils formulent un projet complet. Et ce projet-là, il va être recommandé, il va monter vers le haut. Ben, les gens qui sont en haut, le doyen, le directeur, etc., ben, qu'est-ce qu'ils font? Eux, leur devoir est d'allouer les ressources humaines et matérielles pour réaliser ce projet. Parce que si tu dis, on va faire un nouveau programme, ben, certainement, tu as besoin d'un nouveau technicien, de 6 professeurs, des équipements, des salles. Alors, ça, ce sont des ressources humaines et matérielles qui s'ajoutent au budget de l'université. Et les responsables en haut vont faire de sorte qu'ils allouent ces moyens-là pour que ce projet voit le jour. Peut-être qu'ils diront, ce n'est pas possible de faire ça cette année, on ne l'a pas prévu dans le budget, ça va se faire dans le budget 2014. C'est leur devoir de faire ça. Mais ce n'est pas leur devoir de rentrer dans le contenu et dire non, on aime ça et on n'aime pas ça, etc. Ce sont les experts dans la matière, qui sont les professeurs, c'est eux qui décident des curriculums, des parcours et des programmes. Student's life. Alors la vie des étudiants est très importante. I'm Dr. Andrea Olson from the United States of Minnesota, coming from Amérique de l'Université Institut International de Technologie, Globe University. my role at the university is the Executive Director of Research and Development, and I work on developing innovative academic programs and innovative academic strategies. Elle travaille les programmes, les nouveaux programmes et les nouvelles stratégies qui seront étudiées par les étudiants. A lot of my academic work and my PhD focused on policies that involve what Dr. Haman was just speaking about. He was speaking about that constant feedback loop and the 2 key words. One of the words that are described on this slide that comes to mind is dialogue, dialogue among students, faculty, staff, those feedback loops that he was speaking about. Sa carrière de recherche et sa thèse de doctorat sont conçues pour le développement des programmes et tout. Elle est aussi concernée pour... elle encourage le dialogue entre les étudiants et les professeurs. Et le dialogue
et la stratégie est la meilleure stratégie pour elle. And the most important step comes after the dialogue, after the conversation, and that is negotiation. First, your voice has to be heard, everyone's voice amongst each other, and then most importantly, the people that are having the conversation, having the dialogue, need to be able to negotiate what the outcomes or results will be. Elle encourage les négociations et les discussions. Chacun a ses avis, il doit les exprimer. Et puis après les exprimer, ils doivent respecter et il est écouté. That's it. So part of what the development is that they're trying to do here at this new university is to make sure that they're looking at the whole student, not just imparting knowledge, but having the student, when they leave the university, be able to apply that knowledge. When you will go to interview for your job, your future employer, your future associates expect that you have the knowledge to perform your job, but sometimes more importantly, they want to be assured that you can apply that knowledge. And that's the basis for the type of methodology going to be used here at this university. Le plus important, c'est qu'ils vont je m'excuse, ماشي قريو. les plus importants يتعرفوا كيفاش يطبقوا اللي قريتوه. Is this better? Okay. So part of what you're looking at, aside from the academic life, is the slide that Dr. Haman put up about the different activities that encompass you as the whole person or the whole student. He went over the ones about the development activities. Today, in any of the industries, specifically in the IT industry, people expect that the IT specialist understands the business model as well as the technical IT aspects. So this university has a goal to help you with development activities so you'll be able to have that dialogue and negotiation with your business clients. Dans la vie pratique, ce qu'on a acquis dans l'université, c'est d'être possible, c'est d'avoir le pouvoir de l'appliquer dans la vie pratique. Et d'appliquer ce que Monsieur Hamem a dit déjà. The other aspect that people anticipate now of all employees, no matter what level they are contributing to the company, is that they are all researchers. Today's environment, again specifically, the IT industry and technology has forced it to be extremely dynamic. In IT, an idea is old in how many months? 2 months? 3 months? A year and a half, it's obsolete. Il encourage IT la recherche, que ce soit pour 2 mois, 3 mois, 1 an et demi, quel que soit, mais la recherche. This means that while you're learning, you also have to be researching how to innovate. One is automatically in tandem or being done concurrently with the other. How do you learn that? That is not something that a professor can impart, an expert in their field or an expert technician. That's something you can only learn by doing. Donc, éducation et recherche vont en parallèle. On ne peut pas étudier sans faire la recherche et vice-versa. Donc, ils vont en parallèle. The last 3 points deal with things that also prepare you for today's workforce,
which is collaborative. No one today, courtesy of the internet, works alone. Even if you work alone with 2 or 3 members in an association or department, you are opened up to the world and you are on teams that probably have international membership. That's why competitive activities, different contests, and different events will help also to shape you and get ready to be a productive team member in the world market. Le travail en groupe par Internet, voilà, avec les professeurs, voilà, c'est que le plus important, c'est un travail en groupe qui va faciliter les autres travaux, la recherche et tout. So that covers the idea behind the different development activities. I'll be here this afternoon, perhaps able to speak with some of you. Thank you. I turn it back to Dr. Haman. Thank you very much. So we are pleased to have the talk from Andrea. She explained how it works in Globe University. Je m'excuse. Alors, on a eu le plaisir d'entendre Madame Andrea qui a parlé de ce qu'ils font à Globe University, qui est une université américaine. C'est une université qui est étendue sur 3 États des États-Unis. Il y a 50 États. Eux sont étendus sur 5 États. Ils ont 27 campus. Ils ont 40 programmes pour les licences, les masters, les doctorats et les licences appliquées. Donc, moi, je suis arrivé au point numéro 11, qui est la vie estudiantine. Alors, dans la conception nord-américaine, la vie estudiantine est très importante. Il n'y a pas seulement l'académique, il y en a des occasions, il y en a des clubs, il y en a des activités qu'on les appelle des activités para-académiques. Ça fait partie de l'éducation en Amérique du Nord. Et ça permet l'étudiant à développer des qualités qui sont requises dans le marché. Par exemple, le leadership. Le leadership, c'est Ruh al-Qiyada, quelqu'un qui a le leadership, parce que le leadership est très important. Tu ne peux pas sans leadership faire une nouvelle entreprise. 60% de l'économie en Amérique du Nord, au Japon et en Europe, elle est basée sur les PME, petites et moyennes entreprises. Et les petites et moyennes entreprises, ce sont des initiatives par des ingénieurs, par des gradués, pour former une petite cellule productive et qui, avec le temps, va monter. Qui peut faire une PME, une petite et moyenne entreprise, s'il n'a pas l'esprit de leadership? Il n'a pas l'initiative. C'est quelqu'un qui étudie la chose, puis il fait son plan d'affaires, puis il exécute et fonce. Ça, c'est une qualité dont on a besoin, et ça se développe par les cours, les projets, les labs, etc., mais également par la vie para-académique. Alors le dernier point, c'est la politique des portes ouvertes. C'est-à-dire que les portes sont ouvertes à l'étudiant. Il peut voir le directeur. Il n'y a pas un concierge qui va lui dire « il est dans une réunion, viens demain ». Et lorsqu'il vient demain, il va lui dire « non, il a pris l'avion, il est en France ». Et lorsqu'il vient après-demain, « ah, avec les journalistes aujourd'hui ». Et lorsqu'il vient le jour prochain, « ah, sa femme a eu un bébé », etc. Il n'y a pas ça, il y a les portes ouvertes. Tu peux rentrer et parler avec les responsables sans efforts bureaucratiques. Les portes sont ouvertes. De plus, les directeurs, les managers d'une façon générale, ceux qui font l'administration, ils enseignent également, s'ils sont des académiques. Alors le directeur ou bien le sous-directeur responsable des affaires académiques, généralement c'est quelqu'un qui a un doctorat, donc il enseigne. Pas le responsable des ressources humaines et matérielles, il peut ne pas avoir un doctorat. Mais ceux-là, les académiques qui sont des administrateurs, ils enseignent également. Au moins un coup. Pourquoi? Pour côtoyer les étudiants, pour connaître leurs problèmes, leurs difficultés, et également pour se soumettre aux mêmes conditions des professeurs. Donc, c'est très important qu'ils se mettent dans des conditions-là. Parler avec le directeur et en disant « Ah, nous, les professeurs, on souffre de ça et ça et ça ». Tu n'as pas besoin, parce qu'il va le voir lui-même.
On a dans la classe des gens qui font le théâtre, qui font l'intéressant, le clown, et qui rendent la vie dans la classe désagréable. Tu n'as pas besoin de ça. Ils vont le voir eux-mêmes parce qu'ils enseignent, ils se soumettent dans les mêmes conditions des professeurs. Alors, avec ça, j'ai fini ma présentation. Vous êtes les bienvenus pour poser des questions. Moi, je suis professeur Habib Hammam. J'ai quitté la Tunisie depuis 27 ans. Donc, je suis 27 ans en dehors de la Tunisie. Et j'ai occupé un certain nombre de responsabilités, telles que président de l'université, vice-président des affaires académiques, vice-président de l'efficacité institutionnelle, doyen dans pas mal de facultés, directeur d'école, évaluateur de programmes, directeur de centre de recherche et responsable dans les comités nationaux pour les recherches au Canada. Alors, si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Tout d'abord, bonjour, je m'appelle Mohamed Amin Mahal, j'enseigne à la faculté des sciences. Donc, j'ai 2 points. Tout d'abord, j'aurais souhaité donc, que monsieur le ministre était présent pour voir un petit peu comment ça se passe ailleurs, parce que c'est une méthode, il y a pas mal de points qui sont nouveaux pour nous. Et un deuxième point, est-ce que l'application de ces méthodes vont avec l'esprit tunisien, entre guillemets? C'est-à-dire, si on donne la liberté, il y aura toujours un abus. Et je vois par exemple pour la politique de porte ouverte et tout ça, ça peut poser des problèmes. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des solutions pour ça? Merci. Une bonne intervention et des bonnes questions, des questions pertinentes. Alors ça, c'est un système qui marche ailleurs, qui marche très bien dans des pays développés tels que le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne, l'Irlande, le Canada et les États-Unis. Comment on va l'implémenter ici en Tunisie avec la culture qu'on a? C'est une bonne question. Alors notre stratégie est la suivante. Tout d'abord, on a des gens qui sont chevronnés et qui ont une double expérience, tunisienne et nord-américaine. Ça, c'est la première chose. Ce sont les fondateurs. La deuxième chose, ici, lorsqu'on a commencé notre travail, on n'a pas commencé notre travail avec un individu ou bien 2, avec une équipe de plus que 12 personnes, qui comprend des gens qui ont séjourné pas mal d'années en Amérique du Nord, et puis qui sont venus ici, et qui sont rodés dans le système tunisien, la culture, la bureaucratie, etc., et qui ont même des responsabilités ici. Et ce sont ceux-là qui nous ont aidés à définir toutes les contraintes que nous avons. Troisième chose, on est clair avec nos enseignants. Dès le début, on va faire telle chose. Course file, répertoire de cours, vous êtes tenu faire ça, faire ça. Dès le début, avant de signer le contrat. On est clair. Quatrième chose, on n'est pas là pour rendre la vie désagréable aux gens parce qu'ils se sont habitués avec un système tunisien où on n'a pas vraiment des comptes à rendre. Ça passe d'une façon fluide. Non, on fait l'effort d'expliquer ça. Maintenant, nos chefs de département, ils sont très actifs, très écouteux, ils ont bien assimilé la chose et maintenant ils sont capables de même la défendre. Ça, c'est important. On veut que nos chefs de département, nos doyens, sentent que c'est ça leur programme, c'est ça leur université. Ça, c'est une méthode nouvelle à explorer. Il se peut qu'elle donne des résultats, des bons résultats ici en Tunisie. Donc, ils sentent que c'est de leur part. Moi, par exemple, j'ai fait pas mal de séminaires, tu as parlé du ministre, etc. J'ai donné pas mal de conférences en Tunisie, après la Révolution, bien entendu. Même, j'ai donné une conférence dans le Conseil constituant, dans le Majlis Sisi, à propos de réforme de l'enseignement supérieur. Donc, on a fait l'effort, et on fait des séminaires, et on interagit avec des gens, et crois-moi, il y en a pas mal de gens qui apprécient ça, parce qu'ils disent que, clairement, si on veut progresser, il faut se mettre à l'évaluation.
dire que non, moi professeur, personne ne m'évalue, fini, je suis professeur à vie, j'ai rien, j'ai pas de compte à rendre, ça marche pas. Ce n'est pas comme ça que l'Allemagne a excellé dans l'ingénierie. Ce n'est pas comme ça que la Grande-Bretagne en informatique, que la France en médecine, que les États-Unis dans les autres technologies et les technologies spatiales. C'est par le fait de se mettre à une amélioration continue, j'en ai parlé tout à l'heure, et ça c'est très important. D'autres questions? Pas de questions? Alors, ou bien vous appréciez totalement le système, ou bien pas du tout. Alors j'espère que vous appréciez le système, oui. Je vous remercie. Je suis Dominique Serge Ambassa. Alors, j'ai deux questions. La première, puisque c'est une école nord-américaine, au bout de la formation de 5 ans, quel diplôme aura-t-on? Un diplôme national d'ingénieur ou un bachelor, comme cela s'appelle dans le système américain? Et aussi, à la fin de la formation, quelle est la suite à l'échelle internationale? Des questions pertinentes également. 2 questions. La première question dit, le diplôme qu'on va décerner, est-ce que c'est un diplôme reconnu à l'échelle nationale tout d'abord, par le ministère ou non? Et est-ce que c'est un diplôme d'ingénieur ou bien ce qu'on appelle bachelor? Et puis, quels sont les débouchés après ce diplôme-là? Tout d'abord, cette institution académique est accréditée par le ministère de l'Enseignement supérieur. On a un permis avec un numéro, etc. Donc, c'est tunisien. L'approche est nord-américaine. Nous ne sommes pas la possession du Canada ou bien des États-Unis. C'est tunisien, c'est sfaxien. Okay? Ça provient d'ici. L'approche est nord-américaine parce que nous, si on veut progresser après la Révolution, on doit s'ouvrir sur les autres expériences et s'inspirer de ces expériences-là, tout en considérant nos spécificités et contraintes pour se lancer. Alors, c'est ça que nous avons fait. Bachelor ou bien ingénierie, le bachelor au Canada ou aux États-Unis, il y en a 2. Il y en a un qui débouche en technologue, ça s'appelle Engineering Technology. Il y en a un qui débouche en ingénieur. Il est bachelor, mais c'est un ingénieur. Comment ça se passe là-bas? Lorsque tu es ingénieur, lorsque tu as un bachelor, tu es par défaut un ingénieur en formation, ou bien un ingénieur junior. Tu n'as pas le droit de signer des cartes électroniques, des ponts, etc. Alors tu dois travailler sous un autre ingénieur. Une fois que tu as travaillé pendant 4 ans, tu auras ce qu'on appelle le permis d'ingénieur professionnel. Tu ajoutes le mot professionnel. Okay? Lorsque tu deviens un ingénieur professionnel, tu as le droit de mettre dans ta carte de visite ING en français ou bien P.ENG, Professional Engineer, en anglais. C'est un ingénieur professionnel qui a le droit de pratiquer et de signer des conceptions. Avant ça, il doit être un stagiaire. Mais ça, c'est ce qu'on appelle les associations professionnelles qui font ça. Alors, c'est un bachelor, c'est un ingénieur, pour répondre à ta question. Après l'ingénierie, il y en a ce qu'on appelle le master, là-bas. Le master, ce n'est pas le système LMD qu'on a ici, bachelor qui fait 4 ou bien 5 ans, dépendamment des universités, et dépendamment de combien d'années ils font dans les écoles primaires et secondaires. Après ça, ça vient le master. Et le master, il y en a 2, le master professionnel et le master de recherche, où il y en a une thèse qui va se faire pendant toute une année. Et après ça, ça vient le doctorat, au moins 3 ans. Donc c'est ça les débouchés après le diplôme d'ingénieur. Alors, je répète, on est reconnu par le ministère, on a des ententes avec des universités canadiennes et américaines, ça nous permet d'être reconnus aussi après.
On travaille là-dessus d'ailleurs pour avoir des reconnaissances mutuelles, pour avoir des articulations du type 2+3, 3+2, etc. Et ça vous permet, lorsqu'on a une reconnaissance au niveau du Canada et des États-Unis, bien entendu, l'Europe va suivre, le Japon et la Grande-Bretagne. Comme je l'ai dit avant, il y en a une convention de reconnaissance mutuelle entre un certain nombre de pays, tels que le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande, l'Australie, la Grande-Bretagne, etc. Ils ont une reconnaissance mutuelle, mais il y en a un système qui s'impose sur tout le monde. Si jamais le Japon, par exemple, il ne suit pas le système correctement, le système orienté qualité, par exemple, on coupe cette reconnaissance mutuelle. Alors, d'autres questions? Oui. Bon, félicitations, M. Habib, sur la présentation. Bon, j'ai en fait deux questions à poser. La première question, c'est le volet de leadership. Vous avez parlé de leadership, alors ma question, c'est comment vous allez implanter la culture de leadership dans les étudiants. Ma deuxième question, c'est le volet de para-académique. Quels sont les types des activités culturelles, des activités associatives Oui, deux questions aussi pertinentes. La première question, c'est le leadership, comment on le développe dans l'étudiant. Le leadership, c'est quelque chose qui se développe dès la maternelle. Donc, on développe dans la maternelle le leadership dans l'élève. Et ça va avec. Une fois c'est pas fait, on va faire notre mieux pour développer ce leadership. Le leadership, ce n'est pas le fait d'être Bourguiba après. C'est pas ça. C'est pas une question nécessairement politique. Non. Leadership, c'est pas ça. Alors, je donne un exemple dès la maternelle. Dès la maternelle, comment on développe le leadership. Alors, dans la maternelle, on trouve une fille qui s'assoit sur une chaise et dit, et dit aux autres enfants, moi je suis la maîtresse, vous êtes les élèves, suivez ça, prenez votre cahier, écrivez ça. Et elle fait la maîtresse dans la maternelle. Celle-ci, elle a le leadership. Il ne faut pas tuer cet esprit-là dans la fille. Mais l'éducatrice, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit dire aux autres, alors, le lendemain, c'est toi qui vas faire le maçon patron. Ou bien c'est toi, garçon, qui va faire l'épicier et les autres sont les clients. C'est toi qui vas faire le policier qui va régler les ronds, etc. Laisse pas une seule fille qui à chaque fois elle fait la police, la maîtresse, etc. devant les autres. Il faut développer ça dans toutes les filles et tous les garçons. Et on le fait ça. Et c'est ça le leadership. Le leadership au Canada, il le commence à la maternelle. Le leadership, c'est donner l'occasion à l'étudiant d'explorer une chose nouvelle, de prendre une responsabilité, de développer sa propre procédure, d'interagir avec les autres. Le lendemain, ben, ça sera le contraire. Aujourd'hui, tu es un général, demain, tu es un soldat, etc. Donc, c'est toute une culture. Il y en a dans chaque cours, dans chaque discipline, un moyen différent pour développer ce leadership-là. La question autre, c'est les activités para-académiques. Ce n'est pas moi qui décide les activités para-académiques, c'est dans le cadre de leadership. J'aime bien que ça provient des étudiants, mais ça reste toujours dans les règles de l'art, dans le cadre de la loi, de respect mutuel avec les autres, mais ça doit venir d'eux. Ce n'est pas au directeur, au manager d'imposer des activités para-académiques. Avec ça, je vous remercie parce qu'il m'a dit on va parler individuellement. C'est pas grave. Tu tiens à tout le monde. Tu es un leader. Bonsoir. Je tiens à vous remercier de la présentation. Je m'appelle Guy Franklin et je suis un étudiant de SWAX. Bon, concernant les différents partenariats que vous avez avec des universités canadiennes, américaines et certaines européennes, j'aimerais savoir concrètement
le rôle que ces différentes universités auront avec votre université, les bénéfices que les étudiants auront, et à partir de quand est-ce que ces bénéfices seront concrets en fait pour les étudiants. Merci. Une autre question très pertinente. Concrètement, qu'est-ce que nous ferons avec nos partenaires? On est en train de finaliser pour bientôt signer des ententes avec des points bien définis. Alors les ententes comprennent des articulations du type 2+2, de type parcours ici, projet de fin d'études au Canada, du type cours ici, travail de thèse, de master au Canada ou bien aux États-Unis. Donc des choses concrètes que nous faisons ensemble et on va s'entendre ensemble. La mobilité des professeurs, que nous aurons des profs qui vont venir là-bas enseigner du cours intensif qu'on prépare pour eux pendant 2 semaines par exemple. Des projets qui viennent de là-bas, qui définissent des projets qui viennent de la vie réelle et que nous allons implémenter ici. Alors des choses concrètes qu'on a définies un par un dans ces ententes-là et qu'on va faire avec les étudiants. Bien sûr, ça vient, le bénéfice de ces ententes-là, ça vient après 2 ans, surtout pour ceux qui font 2+3 ou bien 3+2, c'est-à-dire 2 années ici, 3 années là-bas ou bien le contraire. Donc c'est finalement dans les dernières années que ça vient, parce que ça contient plus de la pratique. La théorie, ça manque pas ici en Tunisie. Ce qui manque, c'est la pratique, les applications réelles, toucher des choses qui sont dans le monde réel. Et c'est ça qu'on essaye de faire avec vous. Pour vous donner une idée concrète que nos partenaires sont là, ils sont sérieux, c'est que nous n'avons même pas commencé. Ça commence en septembre. Et voilà, nous avons une invitée qui est déjà pas nous. On a traité avec eux depuis 2 ans. J'ai même fait une conférence chez eux il y a 2 ans, à Minneapolis, à Minnesota. Donc, on a travaillé dessus. On a fait même un workshop d'1 semaine ensemble. C'est qu'on essaye de nous préparer le plus tôt possible pour que prochainement, vous aurez tout ce qu'il faut. De plus, vous avez le droit d'interagir avec nos partenaires directement. Elle est là et des groupes vont venir dans le futur, être 1 semaine dans un bloc ici, et les étudiants ont le droit d'aller voir, nous on va faire un stage là-bas, nous on veut continuer, etc. Vous faites la procédure avec eux, la transparence totale. Avec le Canada, la même chose. Ça sera une équipe qui va venir ici. De plus, on va leur donner un bureau d'accès pour eux. Ils viennent ici, leur propre bureau, leur propre matériel de publicité, ce que vous voulez. Alors, merci bien d'être là, et je suis toujours là. Les chefs de département sont là, les directeurs sont là, Monsieur Habib Chabchoub, qui est expérimenté aussi au Canada, et l'un des fondateurs, il est là. Alors, posez vos questions après, de façon individuelle. On est là dans le couloir, peut-être les bienvenus. Merci encore.